Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du livre qui est sorti le 19 janvier cette année. Le livre I campi delle fragole. L'auteur c'est Massimo Ferrarotti, c'est un Italien, un pur génie d'ailleurs, comme vous le savez déjà. Et j'ai préparé ici les extraits de ce livre et je vais vous donner d'abord quelques indices et vous raconter un peu de quoi s'agit-il. Donc, il s'agit dans ce roman d'un personnage principal, Guido, qui est en train de vivre une crise de cinquantaine, disons. On disait avant la crise de quarantaine, mais étant donné que tout a reculé un peu, je dirais que les années 50 sont de nouvelles années 40 en fait. Les années 40 ce sont de nouvelles années 30. Vous voyez, il y a forcément une jeunesse. Il y a l'illusion de la jeunesse. Donc prolongée et justement dans ce livre, Guido a une maîtresse qui le quitte. Et pourtant, ce n'est pas un roman à l'eau de la rose, loin de là, il n'y a absolument rien de ces choses rosâtres et douceâtres et cette mièvrerie. Il n'y a absolument pas de ces détails, ni de morale, ni rien d'ailleurs. Le livre est inspiré par le pouvoir de l'imagination, de l'illusion, de la projection, de la subjectivité et largement inspiré de la production musicale de Beatles, un groupe que vous connaissez déjà. Donc c'est un groupe qui apparemment faisait la musique destinée à anéantir la conscience, le bon sens. Donc la musique qui était censée nous transporter dans une dimension de rêve, d'idéalisation, de l'évasion par rapport au monde réel. Donc ce Guido, quitté, abandonné, triste, déprimé, s'achemine au bord de mer, dans une résidence où sa femme passe les vacances, et donc il part vers ce repos, enfin le repos, ce n'est pas du tout le repos pour lui, mais il va à contre-cœur, parce que voilà, sa relation clandestine, extra-conjugale est finie et son couple bat de l'aile, donc rien ne va. Et puis lors de ce chemin, il vit quelques expériences assez insolites, comme une sorte d'apparition, d'hallucination en série, rêve aux yeux ouverts, plein de modifications de la conscience. Donc voilà, il retrouve les illusions quelconques. Et pourtant, la question qui reste à démêler, c'est si c'est vraiment l'illusion. Où est l'illusion? Où est la différence entre la réalité et l'illusion? Donc tout au long du roman, il y a cette trame de la chanson de Beatles Imagine, et le titre même est inspiré de la chanson Strawberry Fields Forever. Donc vous voyez, le personnage mythique de John Lennon n'a pas arrêté d'inspirer même les gens de notre époque. Donc c'est un roman contemporain, et il est
placé dans le 21e siècle, parce qu'on voit qu'il a un téléphone portable, il a des messages, il a la boîte vocale, il a la messagerie vocale, tout ça. Donc c'est un témoignage sentimental de quelqu'un qui s'est perdu, qui a abandonné ses rêves. Il voulait devenir musicien, mais ça c'est compliqué, donc il est devenu un homme d'affaires, et puis dans ce rôle, voilà, il se complaît plus. Ça a commencé à le saouler. Et donc, voilà, à travers ces images, ces apparitions, ces illusions mentales, il essaye de se retrouver et de retrouver sa raison d'être. Et puis, je vais vous lire des citations. Donc, c'est un conte de fées conseillé aux enfants d'au-delà de 40 ans. Vous voyez, le conte de fées. Et je dirais que ce n'est pas facile parfois à lire, parce que il y a des extraits, il y a des passages dans le roman qui font penser au nouveau roman, au style d'écriture d'Alain Robbe-Grillet. Le nouveau roman, basé sur l'importance de signifiant et non de signifier, l'impression de tourner en rond avec la narration, l'absence de logique chronologique et de la file des événements qui aurait une causalité. Donc il n'y a pas cette causalité, il n'y a pas cette ligne droite des événements qui ont une origine quelconque et puis qui ont une conséquence. Voilà, le roman, la jalousie, me fait penser également à ce style d'écriture de Massimo Ferrarati. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de facile, a priori facile. En dépit du titre et en dépit de mes vêtements là, qui pourraient donc donner l'impression que je ne traduis que les conneries du genre roman rose, ce n'est pas le cas. Je ne traduis pas les bidons, les choses à la con. Je choisis moi-même et j'ai une bonne nouvelle, je suis en extase. Et j'étais en extase quand mon auteur préféré, que je voudrais accompagner dans toutes les traductions, et à qui j'ai déjà d'ailleurs dit mes compliments, j'ai prononcé mon admiration absolue. Il a écrit c'est son 4e ouvrage, mais pour moi ça va être la 3e traduction. Donc Cristiano Fioriti a un roman que je vais commencer donc à traduire. C'est un écrivain qui mérite le prix Nobel de littérature. Je n'exagère pas, ce n'est pas parce que je l'ai traduit, parce que je le connais en tant qu'auteur, mais c'est vraiment un écrivain rare de nos jours. Et puis le prix Nobel n'a pas été attribué récemment. Enfin, je ne me souviens pas d'avoir vu un Italien, un Sicilien précisément, obtenir ce prix prestigieux. Quoique les prix, ça c'est assez influencé par la politique et par les facteurs qu'il faut, disons, je sais pas, j'ai l'impression comme parfois les prix, ça me fait penser quand on a une veuve et les orphelins, et puis elle a déjà perdu quelque chose, et puis faut lui récompenser quelque chose qui a été perdu. Donc voilà, ça c'est, en fait, ça me fait penser à tous les événements mondains, toute la culture officielle, comme si ça fonctionnait ainsi.
Donc avec beaucoup de préméditation pour rendre une justice invisible quelconque. Mais bon, Cristiano Porfiretti ne rentre pas dans ces calculs de compenser quelque chose. Voilà, il est sicilien et puis ce n'est pas tellement qu'il faut récompenser la Sicile, mais son ouvrage tout simplement. Un travail absolument génial. Je me souviens de ma déconnexion totale de la réalité quand je traduisais le livre Amour et Brigand. J'oubliais de fermer la porte à clé, je laissais la porte ouverte, je laissais le chauffe-eau allumé. Voilà, des choses, parce que ça c'était un roman, vraiment un roman très exigeant à lire, à comprendre, à traduire, parce qu'il y avait des phrases comme chez Proust, une phrase de 5, 6, 7, 8 lignes. Donc ça c'était pour mes projets littéraires et pour le travail que je vais effectuer prochainement. Et maintenant revenons à nos thèses. Donc le livre est disponible sur tous les Amazon, Barnes & Noble, Scribd et sur les sites italiens. Sur le site français, sur l'Amazon français, il n'y a pas de prix encore. Je ne sais pas si je dois réagir et je vais voir, je vais faire quelque chose. Donc je vous lis les extraits et je vous conseille vivement et chaleureusement de lire cet ouvrage placé dans l'époque contemporaine, mais le message est universel. Ce n'est pas comme chez Cristiano qui a cette empreinte d'appartenance fatale à la terre. Et, donc ici c'est plutôt universel, et chez Cristiano c'est la couleur locale qui est souvent mise en valeur. Donc retenez le nom de l'auteur, Massimo Ferrarotti, et je passe maintenant à ma traduction. Les premiers rayons du soleil levant transperçaient la fenêtre de la chambre à coucher. Après s'être aperçu d'un mouvement derrière lui, Guido se tourna et vit les omoplates dénudées de Lucia. Un moment plus tard, s'étant levée du bord du lit, elle était déjà debout en train de se rhabiller. « Ciao » lui murmura-t-il. « Entre nous c'est fini » riposta-t-elle. Une réponse nette, précise, irrévocable, tel un verdict de la Cour suprême. Guido se posa successivement les questions. Suis-je en train de dormir encore? Est-ce juste un cauchemar? Suis-je réveillé? Ai-je mal interprété ces paroles? Aurait-elle envie de rigoler à peine réveillée? Les trois noms étaient comme un sifflet final de l'arbitre de foot. C'était fini. Pas évident de comprendre pour quel motif, mais après tout, à quoi bon le savoir? Il fut surpris pourtant par la sensation de stupeur qui l'envahissait simultanément à un certain soulagement. En fait, c'était la meilleure solution pour lui aussi, notamment pour lui. Il avait su depuis toujours que cela ne pourrait pas durer, au moins pas longtemps. Elle qui n'avait pas encore 30 ans et lui, eh bien, peu importe, quasiment le double de son âge. Pourtant, ils étaient bien ensemble, lui semblait-il, mais à ce moment-là, il n'en était pas sûr du tout, il n'était plus sûr de rien. La seule certitude était qu'elle l'avait laissé, s'en allant de sa chambre, de ses étreintes, de sa vie, vers d'autres chambres, d'autres bras, d'autres hommes, qui sait lesquels, mais sûrement beaucoup plus jeunes que lui. Et maintenant, les aventures de son périple
Il part en voiture rejoindre sa femme et il y a plein de miracles et d'éléments fantastiques qui lui arrivent. Je vous montre la chambre, répondit-elle succinctement. Allez-y, je vous suis, rétorqua-t-il, gardant pour lui-même la seconde partie de la phrase, constituée principalement d'une série de jurons à l'encontre des capacités déductives du genre et notamment contre le fameux sixième sens féminin jamais digéré. Ils montèrent au premier étage par le biais d'un escalier en pierre. Pour se faire changer un peu les idées, Guido compta mentalement le nombre de marches de l'escalier. Lorsqu'ils arrivèrent à l'étage d'en haut, le calcul s'arrêta sur 17, accompagné d'une moue de dégoût. Encore qu'il ne l'avoie à qui que ce soit, au fond de lui régnait un brin de superstition, pas si négligeable que ça. Et quoi qu'il en soit, ce chiffre ne lui avait jamais été sympathique. « Tout va bien ?» lui demanda l'accompagnatrice avec le sourire immanquable. « Oui, ça va » affirma-t-il, essayant de dissimuler le mensonge. Il ne manquait que donner des explications sur l'effet provoqué par le nombre de marches. Je vous montre la chambre. Ayant dit cela, elle ouvrit une porte, par ailleurs la seule visible de ce côté du couloir, et recula pour m'inviter à y entrer. On servira le dîner d'ici 1 heure, comme quoi vous avez le temps de vous reposer et de vous rafraîchir. La salle de bain est derrière cette porte, ajouta-t-elle, indiquant le mur à droite. Bon, je vous remercie. Mais les murs, de quelle couleur sont-ils? La question ne se référait pas à la difficulté de distinguer la couleur des murs, mais au fait que chaque côté était d'une couleur différente. Le mur frontal, avec la fenêtre qui donnait sur l'extérieur, était d'un rouge vif. Celui à droite, avec la porte de la salle de bain, était d'un orange clair. Les deux derniers, l'un contre lequel était installé un grand lit à 2 places, et l'autre avec la porte d'entrée, étaient respectivement un jaune canari et un vert sauge. À l'opposé des murs, sur le plafond, étaient 4 cadres, chacun de couleur d'un mur. Ça dépend, dit-elle de façon nonchalante. De quoi? Lança-t-il en grinçant les dents. Du côté duquel on regarde. Mais cette fois, la réponse fut impeccable, et après l'avoir prononcée, elle ferma la porte, s'en allant et le laissant seul. Guido jeta un coup d'œil autour de lui, puis commença à penser qu'il avait pris une mauvaise décision. Il n'aurait pas dû s'arrêter sur un endroit où rôdait une folle. De quoi d'autre pouvait-il s'agir sinon d'une dingue? Il fit un retour en arrière pour rouvrir la porte et se sauver, puis hésita un instant. Et si elle était en train de l'attendre dans le couloir, un couteau à la main? Il se rapprocha de la porte et tendit l'oreille. Tout était silencieux. Il était trop tôt de s'en réjouir. Il aurait pu se trouver pris au piège à quelques mètres de distance. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Se demanda-t-il, puis essaya de se rassurer. Ce ne fut pas un repos tranquille. C'est donc l'extrait suivant. Ce ne fut pas un repos tranquille. Les moments du sommeil le plus profond alternèrent avec une série d'images lui troublant l'esprit tel un kaléidoscope de sensations accommodantes. Dans la première partie du rêve, il se voyait marcher sur une route poussiéreuse. À distance, il voyait un petit village entouré de champs cultivés s'étendant au loin, alors que sur l'horizon se profilaient les collines verdoyantes et en dessus d'elles, le ciel azur ravivait chaque image avec ses reflets lumineux. Tandis qu'il continuait à marcher vers le village, en admirant sereinement le panorama, un vent menaçant se leva à l'improviste et depuis les collines surgèrent de gros nuages noirs. Au fur et à mesure que les nuages voyageaient dans le ciel, assombrissant les collines et les champs en dessous, tout se noircissait, répandant un chaos menaçant, redoutable, mortel. Présageant l'apocalypse.
C'était comme s'il se trouvait à l'intérieur d'un fabuleux tableau, lequel le peintre avait décidé pourtant de couvrir d'un voile sombre. Un peu comme quand on pense voyager dans la vie en dessus d'une voie sécurisée et soudainement quelque chose d'inattendu nous fait dérailler. Un peu plus tard, les nuages s'abattirent sur le village et simultanément toutes les maisons furent englouties dans un nuage de poussière. Rues, voies, places, tous les vestiges de monuments, décombres, des maisons détruites, tout ça devint noir. Guido se mit à courir dans la direction opposée, dans l'espoir de fuir cet événement maléfique, mais autant il s'y efforçait, autant il n'aboutissait pas à avancer d'un seul centimètre, freiné par un vent de plus en plus fort. Il essaya pourtant de courir de ses dernières forces, mais resta figé toujours sur le même endroit, jusqu'au moment où il aperçut arriver au-dessus de lui, précédé par leur ombre maléfique, de gros nuages noirs. Il se jeta par terre, souleva le regard en discernant les nuages passant en dessus, l'effleurant presque de leur ombre, et s'échappa de justesse à leur étreinte. Se mettant péniblement debout, il jeta un coup d'œil autour de lui. Il n'était plus sur le même chemin, mais au milieu d'une ample aire de repos entièrement vide. Maintenant le passage suivant. Devant le comptoir, le comédien et la comédienne étaient en train de boire de la bière près de la fenêtre qui donnait sur l'extérieur, alors que la femme artiste était en train de bavarder tranquillement avec son interlocuteur. Ils arpentèrent le local jusqu'à rejoindre la pianiste, justement face à un piano droit. Le costumier se rapprocha d'elle et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Elle répondit avec un sourire. Puis l'homme se dirigea vers le comptoir du bar, surprenant Guido encore une fois, et monta dessus d'un bond. Depuis cette position, il arriva à capter facilement l'attention de toute l'audience. Attention les amis, le moment du manège est arrivé. Aussitôt que la liesse générale avec les commentaires enthousiastes et les cris d'exhortation se fut produite, le son des premières notes du piano retentit. Tout le monde se mit à chanter ensemble. Et maintenant la poésie, j'ai traduit les rimes, il y avait comme ça des rimes, des vers, des strophes que j'ai traduites. Et le manège passe comme les lumières miroitantes, comme abeilles sur la fleur trace, ne trahissant pas ses attentes. Ces attentes se sont arrêtées, nous n'avons pas gardé du tout, lorsque fatigués de patienter, nous ne regardons plus autour de nous. Le costumier sauta du comptoir et se mit à danser de manière excentrique, suivant une chorégraphie déjà préparée. Tout le monde se mit à bouger tout en chantant simultanément. Et autour, plus de réalité, aucun morceau. Si plus rien, tu ne peux voir, comme un enfant dans le berceau, toujours tout reste à savoir. Mais savoir à quoi bon, perdu à l'intérieur du lendemain, les vents fatigués sont, les souvenirs restent lointains. Vous voyez, j'ai bien traduit. L'auteur m'a même félicité d'avoir traduit de manière excellente la poésie et les rimes. Même Guido se laissa entraîner par l'enthousiasme ambiant et initia à effectuer le premier pas de danse. Au fur et à mesure qu'il continuait, il devenait de plus en plus précis, comme si à chaque strophe il se sentait de plus en plus touché par la chanson. Plus lointain de chaque voyage qu'on peut imaginer, derrière le tableau, il y a un merveilleux paysage sans rien à regarder. Si l'on ne veut pas observer, faisant l'attention, se tournant, comme on dit, à une petite émotion. Le costumier passa à ses côtés avec son rire inimitable, et bien qu'il ne connût personne, Guido se sentit parfaitement à l'aise, comme si pour lui c'était une habitude ancrée de se trouver ainsi dans un tel endroit, au milieu de la foule des inconnus, suivant le rythme d'une danse qu'il n'avait jamais connue auparavant. L'émotion en manteau. Voyons, on peut en choisir la couleur, les notes d'une seule chanson sur la scène, un seul comédien. Un comédien improvisé
récitant sur la scène les vers qu'il a étudiés au moment de la peine. Il se trouva devant l'artiste et commença à danser avec elle. Le sourire de l'artiste attisa son enthousiasme encore davantage. Depuis longtemps, il ne se sentait pas aussi bien, loin de ses angoisses, des peurs quotidiennes, soulagé des soucis et des difficultés affrontées, loin de toute frénésie, des résultats à atteindre, des objectifs, des horaires à respecter, des réunions, des courses contre la montre, des délais. Il était parmi les autres gens participant dans la musique, la danse, le chant. Il s'était retrouvé pour la première fois après tant de temps. Cette peine si moche réclamant sa part d'une vie dans la sacoche sans l'apparition de l'art. L'art uniquement te sauvera. L'art uniquement te sauvera. Si tu veux la route des arpèges, puis tu danseras sur les chevaux du manège. Vous voyez, arpège, manège, j'ai trouvé ça toute seule. Pour la poésie, j'ai traduit de façon très libre. Je ne pouvais pas me tenir strictement au mot, mais j'ai retenu la signification. Et donc, maintenant, on a la dernière partie du livre. Donc, on revient à la réalité et il va rejoindre son épouse. Guido arriva rapidement à la destination avec le plan d'action bien clair dans sa tête. Au moins jusqu'à un certain point, puis qui sait ce qui arrivera, pensa-t-il. Peu avant d'arriver à la maison en bord de mer, il s'arrêta devant un magasin. Comme il l'espérait, il était ouvert, quoique c'était un dimanche matin. Par ailleurs, sur la côte, lors de la saison estivale, aucune activité commerciale ne s'arrêtait jamais. Il en sortit avec un grand bouquet de roses rouges. Ainsi se dirigea-t-il vers le centre du village, jusqu'au restaurant le plus renommé, et réserva une table à deux pour l'heure du déjeuner. Jusque-là, c'était facile, pensa-t-il, retenant le souffle pour ensuite expirer doucement, en essayant de ralentir les battements de son cœur. Finalement, il se gara devant l'immeuble. Il entra par la porte cochère et prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage. Pendant qu'il montait, la pensée que ça pouvait être la dernière fois qu'il faisait ce parcours lui passa par la tête, quoique non, chercha-t-il à dédramatiser. Arrivé à l'étage, il sortit de l'ascenseur, déposa le bouquet de fleurs devant la porte du logement, sonna et se cacha derrière un angle d'où descendait l'escalier du bâtiment. Il entendit les pas se rapprochant de la porte et la voix de sa femme demandant « Qui est-ce » Il ne dit rien. La porte s'ouvrit, la femme regarda vers le palier, n'apercevant personne, mais alors qu'elle était en train de refermer la porte, elle baissa le regard et découvrit le bouquet de fleurs et se pencha pour le récupérer. Aggrappé à la cellophane qui recouvrait les fleurs, un billet avec seulement deux mots « Ton mari ». Elle avait à peine lu le billet lorsqu'elle entendit la voix de Guido. « Ciao ». Elle hésita pendant quelques instants, ne sachant pas comment réagir. Dévisagea tantôt les fleurs, tantôt son mari à peine apparu depuis l'angle de l'escalier, puis, avec un mélange de blasement et de condescendance, lui adressa un sourire. « Tu es arrivé. » Regardant vers les fleurs. « Merci. » « Je voulais te demander pardon pour le retard. Ah, et pour me faire pardonner mieux, puis-je t'inviter à déjeuner ?» Le doute qu'il fût devenu fou l'envahit pour un instant, puis se contenta de considérer qu'après tout, il était mieux de le laisser faire pour voir ce qu'il était en mesure d'inventer encore. Pour lui parler de ce qu'elle avait à l'esprit, il y aurait eu le temps plus tard. Après un instant, pourtant, les exigences pratiques prirent le dessus. Sortir, déjeuner, mais où? Je dois m'habiller, me maquiller. Combien de temps avons-nous?
tout le temps que tu souhaites, et tu es sublime ainsi. Oui, décidément, il était fou. Guido qui lui faisait des compliments et lui accordait l'attention. C'était quelque chose qui n'avait pas eu lieu depuis belle lurette, ou même, plus précisément, elle ne se souvenait plus quand se fut produite la dernière fois une telle circonstance. Et l'épilogue, c'est la dernière partie, quasiment la fin de ce roman. Normalement, il devrait avoir 130 pages. Sur certains sites, 138, sur d'autres 107, mais normalement 130. Ou 128, par exemple. Épilogue. Dans l'auberge, Carole venait de préparer un apéritif pour son nouvel hôte. Elle le lui porta à table et le trouva préoccupé par l'envie d'écrire quelque chose dans un calepin. « Je vous dérange ?» lui demanda-t-elle, en déposant un gin tonic sur la table. « Non, pas du tout, » répondit-il. « En effet, attends, je te lis ce que je viens d'écrire. » Parcourant les lignes d'une écriture incertaine, il prononça les paroles suivantes. « J'entrerai dans les sentiers de fraises, je laisserai la grisaille de rêve. Puis je le sais, le chemin n'est pas facile et le destin n'est sûrement pas docile. Pourtant, si le rêve est trop fragile et il n'y a aucun ciel sans nuages, je ne ferai pas du chemin une devise stérile, mais je dirai dans les rêves, tout est de passage. » Donc, je vais mettre le lien. Le livre est disponible seulement en version e-book et j'espère qu'on va avoir la version brochée. J'aime bien le livre en papier aussi. J'aime bien tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est concret, parce que je suis signe ascendant vierge avec la lune en taureau, avec Mercure en vierge en maison 12, Mercure. Vénus et Soleil en vierge, la maison 12. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère que quelqu'un va acheter ce livre. N'oubliez pas que ça va me permettre d'acheter la lingerie. Donc je vous souhaite une bonne et douce journée et je vais regarder cette nouvelle traduction que je vais prochainement embrasser de mon âme, de mon cœur.